Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Patson. Bonjour Patson. Bonjour. Alors, tu es humoriste, tu as commencé ta carrière dans les années 2000 en passant notamment par la première saison du Jamel Comedy Club. On peut le dire même, tu as été l'un des pionniers du stand-up en France. Oui, parce qu'avant, c'était plutôt one-woman show, one-man show. Et le stand-up, oui, on a initié, on est parti, Fabrice Eboué, Thomas Gijol, toute l'équipe du Jamel Comedy Club, la saison 1, 2, 3, 4, et voilà. Et depuis, tu as fait beaucoup de choses, de nombreux spectacles. Et c'est d'ailleurs notamment pour nous parler de ton dernier spectacle que tu es là aujourd'hui. Il s'appelle Balthazar. Tu le joues tous les vendredis et samedis au théâtre Le République à Paris. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce nouveau spectacle? Ce nouveau spectacle, bon, j'ai ma stratégie d'écriture où je suis toujours, j'ouvre sur le métissage, je ne change pas. Ce nouveau spectacle parle de tout le monde, parle de la société, l'éducation. Quand on sort de ce spectacle, on se pose la question, je suis à quel niveau? Voilà, parce que je trouve que le monde va mal, tout va mal, il n'y a plus d'éducation. La base de l'évolution, c'est l'éducation et la culture. Donc là, c'est le métissage culturel. C'est les deux points qu'on doit retenir dans mon spectacle, le métissage culturel et l'éducation. Donc c'est un spectacle sur le vivre ensemble peut-être? Le vivre ensemble, c'est vrai que le mot vivre ensemble, ça est devenu commercial. Vivre Un peu, ensemble. mais ça parle bien. Parce que On les gens, oui, visualise. le mot veut dire quelque chose, mais est-ce qu'on l'applique? Vivre ensemble. En ce moment, on a du mal. Oui. Est-ce qu'on a besoin de dire vivre ensemble? De toute façon, on est dans un monde. On doit composer avec ce que le monde nous donne. Donc le mot, pour moi, c'est trop commercial. C'est l'éducation. Une fois qu'on a une bonne éducation, c'est qu'on doit vivre ensemble. Une fois qu'on a une ouverture culturelle et qu'on comprend la culture, on cherche à comprendre la culture des autres, c'est le vivre ensemble. Est-ce qu'il y a une tournée de prévue? Oui, ça fait depuis 4 ans, on tourne, on allait aux Antilles, en Afrique, on continue la tournée. La suite dans les prochaines semaines, pour toi, prochains mois, c'est quoi? Ben déjà, je joue au théâtre. Je prépare mes 20 ans cette année. Une grande salle. On en pour parler avec le Grand Paris, l'Accor Grand Paris, là, au Arena Grand Paris, du côté de Villepinte. Pour mes 20 ans, l'année prochaine, normalement c'est le 17 avril 2027 pour mes 20 ans. Et c'est ça déjà l'objectif. Bien sûr. L'objectif aussi, c'est au quotidien faire rire les gens au Théâtre Le République. Et je travaille sérieusement. Je travaille sérieusement avec mon équipe, tranquillement, quoi. Et peut-être mon prochain défi, c'est de vous faire rire. Parce que vous avez intérêt à venir. Je dis que je viendrai très vite. Venez en retard, s'il vous plaît. Non, oh, je suis facilement. Ça me demande pas trop d'efforts d'être en retard, mais bon. Si après c'est pour passer un mauvais moment. Non, si, c'est agréable. Toute personne qui vient à mon spectacle, c'est des shows. Moi, je fais du stand-up traditionnel pur. C'est-à-dire, on peut venir vendredi, samedi, dimanche. J'écris tous les jours. C'est tout le temps différent? Il y a des sketchs qui sont là, que des gens veulent voir. Et il y a des sketchs que j'apporte au quotidien. Donc, c'est un show. Et le public, le public est fou. Il se lève, ça hurle, ça rigole. Une fois, j'ai joué à Orléans, dans le théâtre d'Orléans. Tellement qu'il y avait du bruit, il y a des gens qui sont partis. Les gens hurlaient. Quelquefois, j'ai dit, mais comment on peut hurler pour une personne comme ça? Mais les gens ont envie de rire. Et ça, c'est gratifiant pour toi, alors? C'est le max de ce que tu peux recevoir? J'ai fait une fois, il y a une dame qui a accouché dans ma salle. Elle avait 7 mois de grossesse. Elle a eu, c'était la sœur de Mamadou Sakho. À force d'avoir rigolé? À l'époque, oui, en 2011. La sœur de Mamadou Sakho, il était au PSG, Mamadou. Elle a tellement rigolé, elle a accouché. Mon rêve aujourd'hui, c'est de pousser encore plus loin. Souvent dans ma salle, les gens pleurent. Un jour, il y a un monsieur qui s'est fait dessus. Quoi? Ah oui. Ben ça, on n'a pas envie d'être à côté quand il y a ça qui arrive. Hein? Non, dans la salle. On n'a pas envie d'être son voisin. Hein? Ah non, non, non. Et un jour, plus, les gens, on s'est regardé, on s'est dit, est-ce qu'on a entendu vraiment ce qu'on a dit? Il s'est lâché. Les gens, dans ma salle, il faut venir pour assister. C'est la magie. C'est quelquefois, quand je rentre, pendant 10 minutes, les gens hurlent. Et toutes les générations, j'ai des publics de 8 ans jusqu'à... Une fois, c'est une dame de 92 ans. Bon, ben, je vais venir voir ça. Ah oui, il faut venir. Là, je te propose qu'on fasse un petit flashback. On va se remémorer ensemble tes souvenirs d'écolier. Tu as grandi où déjà? J'ai grandi dans le 91. À Hier, j'ai commencé l'école là-bas, le collège. Après, je suis resté longtemps dans le 91. Je suis né en Côte d'Ivoire, à Diaké.
Ok. Et quand est-ce que tu Je arrives? suis arrivé en France dans les années 80. T'avais quel âge? J'avais 8, 9 ans, 10 ans. Ok, donc ah oui, Non, t'as j'ai fait le grandi en Côte collège ici. d'Ivoire. J'ai fait le collège ici. J'ai fait un parcours école primaire en Côte d'Ivoire et j'ai fait le collège ici. Collège, lycée, tout est Et ici. comment t'arrives en France? Pourquoi? J'ai failli dire, mais je suis arrivé par avion. Je suis arrivé en France parce que j'ai ma maman qui n'avait pas les moyens quand elle a divorcé avec mon père. Du moins, divorcé, ils se sont séparés puisqu'ils étaient mariés civilement et traditionnellement. Et quand mon père et ma mère se sont séparés, parce qu'ils se sont mariés dans les années 70, et mon père, à un moment, ça n'allait pas. Donc ma grand-mère a dit, bon, si ça ne va pas, ma fille va venir rester chez moi. Et puis quand ça ira mieux, vous vous mettez ensemble. Et mon père, entre-temps, ben, il a eu d'autres femmes, mais marié civilement avec ma maman. Ils ne se sont jamais divorcés. Mais ils se sont jamais remis ensemble? Non, ils ne se sont pas remis ensemble, mais ma mère s'occupait quand même des enfants de mon papa, qui n'étaient pas ses enfants à elle. Qu'il Elle a avait toujours eu de continué. l'union précédente? Ouais. Avant. Et donc, ma maman était devenue la maman de eux tous. Il y avait que toi qui étais le fruit de l'union de tes Non, deux on parents? était 5. 5? Ma maman avait ses 5 enfants, plus ce que mon père avait eu avant, puisqu'ils se sont connus très jeunes. Et donc, Donc elle vous êtes n'avait pas les combien en moyens tout? de mon père. Ouais. Toi, t'as combien de frères et sœurs? De mon père, on est 22, 26 ou 27. Tu rigoles. Non. Bah, mon Mais tu père, peux être en contact avec tout le monde? Non, je ne connais pas tout le monde. Moi, j'ai Il grandi y en a ici. que tu connais même pas? Non, j'ai grandi ici, je ne connais pas. Je connais du côté de ma maman. Donc, ma maman, n'ayant pas les moyens, elle m'a amené en France. Elle dit, bah, écoute... Tout seul? Oui, Et qu'est-ce qu'ils font les 4 autres? ben, il reste là-bas. Elle n'a pas les moyens déjà de s'en occuper. Mais pourquoi elle décide que c'est toi qui vas partir? Parce que chez nous, je suis le deuxième et je suis un garçon. Donc du coup, chez nous, je suis considéré comme le chef de famille, D'accord. Et t'as senti cette responsabilité? tout petit. Quand je suis arrivé en France, elle m'a dit, tu vas réussir et tu nous sauves. Mon père, c'est quelqu'un de très important. Donc quand il a dit à ma maman de quitter la maison, et ma maman est partie, elle est partie comme ça. Et je suis arrivé en France chez une cousine et ça s'est très mal passé. Très, très mal. Donc, C'était là une cousine de ta mère? c'était une nièce de ma maman. D'accord. Ça s'est très bien mal passé. Je me retrouve à la rue, à Hyères, dans les Essonnes. Pourquoi ça s'est mal passé? Parce que ma maman ne pouvait pas subvenir aux besoins. De temps en temps, elle amenait, de temps en temps, elle n'amenait pas. Et puis, cette cousine m'utilisait. Comme petite bonne, je nettoyais ses assiettes. Ah, donc tu as 9-10 ans et tu es sa femme Ben, de ménage. C'était oui, la maltraitance. Mais bon, pour moi, j'avais pas le choix. Il fallait que je reste. Et puis à un moment, c'était trop. À quel âge? C'était trop. 11, 12 ans, c'était trop. Tu t'es rebellé? Ah ben oui, je suis parti. Moi, je suis parti de la maison. Pour aller où? Elle m'a chassé même. Elle m'a dit, sors de chez moi si tu veux pas m'écouter, tu veux pas faire ceci. Ben, je me suis retrouvé à la rue. Mais à ce La moment-là, rue. tu es scolarisé? Ah non, mais je vais à l'école. Tu vas à l'école? Je vais à l'école, je suis à la rue, je dois chez des amis, à l'école. J'ai dit, j'ai 4 amis. Tout à l'heure, j'ai fait l'interview. J'ai 4 amis blancs. Mon premier blanc, avec qui j'ai vécu à l'école. Donc, je mangeais à gauche, à droite. Stéphane Cambro, qui est un ami que j'ai perdu de vue. Ses parents me donnaient à manger. La famille Hutel, dans le quartier. Ceux qui étaient à l'école avec moi me faisaient un petit paquet. Je mangeais, je dormais au dehors. Et à un moment, j'ai passé... Et jamais tu dors dehors? J'ai passé 2 hivers au dehors. Dehors? Ouais, dehors. Et un jour... Mais t'as quel âge? J'avais 13 ans. Mais comment 13 tu ans. fais? Comment tu survis? Ah ben, j'ai suivi à manger de gauche à droite, mes amis, des gens qui me donnaient. Et ma prof d'anglais, Mais il faut que tu au dormes, il collège... faut que tu te Ah laves. ben, je dors dehors. Il faut que Il tu y a t'habilles, on des sans- grandit à Il y cet a des âge-là. sans-abri qui dorment au dehors. Parce que le Oui, mais problème, un petit garçon. Oui, mais quand vous allez voir l'assistance sociale et vous lui dites votre histoire, puisque je suis allé, les gens m'ont dit d'aller voir l'assistance sociale. Quand vous lui dites votre histoire, elle est obligée de convoquer la cousine pour qu'il y ait une confrontation pour savoir si ce Et que vous alors? dites est vrai ou faux. Ben, elle dit c'est faux, que c'est moi qui mens. Donc l'assistance sociale ne peut pas déclencher un truc de placement. Elle ne peut pas déclencher. Parce que si elle dit c'est vrai, elle va en tôle. Tu ne peux pas laisser un mineur au dehors. Donc du coup, ça a duré pendant 2 Oui, mais ans. après, l'assistante sociale, elle peut quand même constater que tu es quand même dehors. Elle ne peut pas constater, puisqu'elle me dit je mens. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, vous pouvez l'appeler quand vous êtes dehors et lui dire regarde, je suis dehors. Non, ça ne se passe pas comme ça. La loi, c'est comme ça. La loi, il y a une confrontation. Sorti de cette confrontation, on dit,
Si elle dit non, c'est faux, il raconte des conneries. Il n'y a pas d'enquête, rien n'est mené. Donc je me retrouve dehors et c'est ma prof de sixième, ma prof d'anglais au collège qui me récupère, qui fait tout et qui me place dans une autre famille d'adoption. C'est une vérité, ils existent encore. Ta prof d'anglais, elle s'occupe de toi finalement? Tu dors Elle chez s'occupe elle? de moi. Pendant combien de temps? Ben, elle s'est occupée de moi jusqu'à aujourd'hui. Elle s'occupe encore de moi. Et elle m'a placé dans une autre famille d'accueil où j'avais ma chambre, je vivais avec eux. Donc j'ai 2 familles d'adoption. C'est ça ma vie, c'est ça mon histoire. Parce que c'est ce que j'allais te dire, les professeurs, ils se rendent bien compte si tu n'as pas la même enfance. Ah oui, mais c'est pour ça que ma prof m'a récupéré. Parce qu'à la cantine, je ne pouvais pas manger à la cantine, je n'avais pas de bourse, je n'avais pas de parents. Donc du coup, tous les profs se sont décidés. Mais t'es arrivé quand Et même. le directeur, M. Vigne, père son âme, qui est décédé, des années plus tard, il est venu, quand j'ai commencé à jouer au théâtre, il est venu au théâtre me voir, ma réussite, mon parcours. Et ils avaient décidé en conseil des profs que je puisse manger les légumes, mais sans la viande, parce que Ça coûte trop cher. je ne payais pas. Donc du coup, ils faisaient ça pour moi. Et j'ai passé toutes ces étapes-là. Ça m'a forgé, ça m'a Très permis dur, d'être ouais. ce que je suis aujourd'hui. Mais t'es arrivé à suivre une scolarité en parallèle de tout ça? Oui, parce que mon ambition, c'était de réussir et sauver ma famille. Donc tu faisais tes J'avais devoirs. 3 points. Ce qui m'a poussé à être ce que je suis aujourd'hui, j'en suis fier, et mes enfants et toute ma famille, c'était ma mission, c'était de réussir pour sauver ma famille de la misère en Afrique. 2, c'était de montrer à cette cousine qu'on ne fait pas ça à un enfant. Et la 3e, c'était une manière de dire à ma prof d'anglais qu'elle elle a bien fait de me sortir de la rue. Parce que si j'avais fait n'importe quoi, elle allait regretter. Elle allait peut-être pas dans le futur aider un autre enfant. Parce qu'elle a dit, le premier, ça s'est mal passé. Mais donc, j'avais 3 sources de motivation pour réussir. Aujourd'hui, j'en suis fier. Mais je veux dire, dans tout ça, tu arrives à faire comme les autres enfants, c'est-à-dire à rentrer, quand tu rentres après les cours, à faire tes devoirs? Mais je Passer les rentre tout contrôles? après les cours. Je ne faisais pas mes devoirs. J'étais plutôt porté à savoir comment j'allais manger, où j'allais dormir. Bien sûr, c'est pour Comme ça un que sans-abri. Donc, je ne faisais pas mes devoirs. La chance que j'ai, c'est peut-être, on peut appeler ça un don, c'est qu'à l'école, j'étais passionné par les matières, les maths, les sciences, la mécanique. Et rapidement, mes parents d'adoption m'ont fait rentrer dans un garage qui s'appelait Renault, Karl Ayer. J'étais apprenti. Et comment, du coup, tu les rencontres comment, ces parents d'adoption? Mais ma prof d'anglais, elle Ouais. voyait que j'étais en difficulté, elle trouvait que j'étais intelligent, mais je ne venais pas souvent à l'école. Ah, J'étais t'allais pas tout le temps à agressif, l'école? j'avais faim, je dormais beaucoup, donc elle se posait des questions. Et petit à petit, elle a pu comprendre que j'étais à la rue. Donc du coup, elle m'a récupéré, elle m'a placé dans une famille d'accueil où il y avait des jeunes pour que je puisse me familiariser. Et après, ils m'ont trouvé un travail chez Renault, à Hier, où j'étais apprenti, j'aimais la mécanique, et au fur et à mesure, j'ai évolué, j'ai fait des études, des grandes études. Et après, j'ai fait expert automobile, je travaillais chez Renault Sport, j'ai fait mes études. Et ces parents d'adoption, comme tu les appelles, est-ce qu'ils t'ont légalement adopté? Non. Ou c'est dans ton cœur que tu dis ça? Dans mon cœur, financièrement, dans mon parcours. Vous savez, les parents, ce n'est pas forcément ceux qui te mettent au monde. Mais C'est toi, pas ceux ça. qui t'ont mis au monde, tu les considères quand même comme tes Ah parents? oui, je sais que ce sont mes parents. C'est ma maman, quelques années plus tard, je l'ai fait venir en France, mes soeurs et tout. On est sortis Tout le monde de cette après est venu misère. en France? Pardon? Tout le monde après est venu en France? Ils sont venus, mais ma mère fait la navette. Et mes soeurs, pareil. Mais j'ai sorti cette famille de... Ma mission, c'était qu'on sorte de cette misère. Mais mon père, je viens de perdre mon papa. Ma maman, elle est veuve. Mais la mort de mon papa nous a ressoudés. Ma vie, c'est un film. Ouais. C'est un film. Bah ouais, parce qu'un petit garçon de 12 ans, 13 ans qui est dehors... Un mineur dehors, et aujourd'hui, Non, mais il aurait j'ai pu fait des t'arriver Olympiades, je fais des films, je voyage. C'est pour cela que C'était dangereux quand même. avant, c'était moins dangereux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si je devais dormir au dehors, les agressions, les gens sont très, très méchants. Il y a des gens bien aujourd'hui, hein, mais je ne pense pas. Mais j'ai un caractère. Rien Tu ne me savais te touche. défendre? Oui, je sais me défendre. J'ai un caractère, rien ne me touche. Je prends la vie avec philosophie. Tout ce qui m'arrive, pour moi, c'est un bonheur. Monter sur scène, donner de la joie aux gens.
Aujourd'hui, quand je joue sur scène, pour moi, c'est pas un métier. Quand je vois les gens, les yeux brillent, je dis, je contribue à leur bonheur. Et moi, d'autres ont contribué à mon bonheur. Ma vie, c'est un film. Tu parles de cette famille d'adoption, en fait, c'est une famille d'accueil, si je comprends bien. Famille d'accueil, c'est une chose. Moi, c'est une famille d'adoption. Il y avait d'autres enfants C'est avec toi? au-dessus. Oui, j'ai des frères, des frères d'adoption. Vous étiez combien? Du côté de la première famille, ma prof d'anglais, ils étaient deux. Une fille, un garçon, Paul, et puis Aline. Qui étaient ses enfants ou qu'elle avait aussi? Leurs enfants. Ok. Et il y avait Bernard qui a été adopté aussi. La première famille, ils ont adopté un autre, Bernard. Je suis le seul noir. Et après, la deuxième famille d'adoption, ils avaient 3 garçons. Sylvain, Thomas et Fabien. Là, je suis venu 4e enfant. Donc, du coup, j'ai grandi avec eux. 4 garçons, mon Dieu. 4 garçons, j'ai grandi avec eux. Notre grand frère, c'est Sylvain. J'ai grandi avec eux. Et ça devait être le leurs bazar. enfants, c'est mes nièces, aux yeux bleus, blonds. C'est pour ça que je dis, moi, je suis très focalisé sur l'humain. Parce que ces personnes m'ont tendu la main sans regarder de quelle couleur, de quelle religion. Donc, je m'en fous complètement de la Parce qu'après, tu dirais qu'il t'est arrivé de subir du racisme? Dans mon parcours scolaire, quand j'ai fini les études, oui, je suis allé dans un gros groupe parce que j'ai tellement de diplômes. Ils voulaient me prendre, mais à un moment, ils m'ont fait comprendre que c'était quoi le groupe? Être noir, peut-être si je le dis, ils vont tomber. Et être noir, avoir ce poste, ces responsabilités, ils ne voulaient pas me le confier. Et mes parents qui sont blancs, d'adoption qui sont blancs, ils ont compris que c'était du racisme. Mais je ne m'arrête pas à ça. Mais avant ça, donc tu as été majeur quoi, à ce moment-là, avant ça, tu sens pas le racisme? Quelques petits mots, mais je n'accordais pas d'importance. À l'école, j'étais le seul noir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... Mais j'étais le seul noir, des gamins qui... Une fois, une fille qui dit hey, « Est-ce que chez vous en Afrique ben, ?» C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Mais je n'ai jamais subi... quelqu'un veut me dire « Sale noir, rentre chez toi ». Non, parce que je ne lui donne même pas, je ne lui accorde pas de l'importance et je ne lui donne même pas l'occasion de me le faire. Et du coup, tu étais quel genre d'élève? Ben, j'étais un bon élève parce que j'avais des objectifs, mais seulement je n'avais pas les moyens. J'aurais eu des moyens. Tu n'as jamais redoublé une classe? Non, je trichais bien. Parce que j'avais des voisins efficaces. Je regardais à gauche, à droite. J'étais très souple. Non, parce que mes enfants sont très intelligents. À l'école, ils travaillent bien, c'est des excellents. Si j'avais eu les mêmes moyens que mes enfants ont aujourd'hui, je serais allé très loin. Tu n'aurais pas eu envie de faire autre chose que humoriste? Ben, l'humoriste, en fin de compte, c'est une personne. Je faisais rire des gens dans le train pour ne pas payer le train. Je faisais rire des gens quelque part pour gagner un bout de pain pour manger. C'était l'outil pour me permettre de survivre. Et quand j'étais gamin, j'ai été élevé par ma grand-mère en Afrique. Elle disait, celui-là, il va aller très loin. Il a une goutte sur la langue qui fait que quand il dit quelque chose, les gens adhèrent. À l'école, j'ai toujours été chef de classe. Tu étais un leader, quoi. Oui, j'étais un leader. À l'école, bon, maintenant je boite, mais j'ai fait du handball. J'étais meilleur gardien au hand. J'enseignais la boxe aux pyramides, à Grigny. Voilà. Quand je veux faire quelque chose, je suis devant. Aujourd'hui, il y a la carte des étudiants. Qui a lancé la carte des étudiants en France? C'est moi, je fais partie au temps de M. Lang quand il était ministre de l'Éducation nationale. C'est moi qui ai fait la carte étudiant. Les médiateurs dans les bus, dans les trains. Le premier projet, c'est moi qui l'ai lancé. Et tu faisais quel travail pour lancer ce projet-là? Ben, j'avais les idées, j'allais voir les gens, j'osais faire des trucs. Mes premiers médiateurs dans les bus, c'était à l'Astrave, à Brenois. Stravy Boy. Mais tu vas comme ça, comme une personne lambda, et on t'écoute? Je vis en France, je dois participer, je dois faire les choses, donc je fais. Tout à l'heure, j'ai vu dans votre équipe une personne qui avait Karat, la marque Karat. Ouais. Dans les années 90, j'ai cherché de l'argent parce que moi, je suis à la rue, donc je cherche par tous les moyens pour gagner de l'argent, pour vendre des trucs, mais je ne fais pas des trucs illicites. Et au salon de vêtements, il y a un monsieur qui s'appelle Mark Reception. Il vient me voir, il est mon voisin. On discute, il dit, écoute, moi, j'importe des marques en France. J'ai importé Karat, mais je ne sais pas comment toucher les banlieues. Moi, j'étais déjà dans les banlieues. Donc, si tu veux, je te fais un essai. Tu prends des t-shirts, tu les vends. Tu fais un plus. Et puis, tu gardes. J'avais quoi, 15, 16, 17 ans. Tu deviens commercial, quoi. Je deviens commercial pour lui. Et moi,
Karat, aujourd'hui, tout le monde porte. Personne ne connaissait. Ah, c'était pas connu à l'époque. Personne. J'ai été le premier à le porter à l'école. J'avais les trucs. Les gens se foutaient de moi. C'est quoi ton sac de riz? Même mon parent d'adoption, mes parents, mais c'est quoi ce truc? J'avais des baguilles. Les gens rigolaient, ils se foutaient de moi. Et j'ai dit, tôt ou tard, cette marque va monter. Et il me donnait, je vendais des gants. C'était des trucs, des tenues ou des gens qui travaillent dans des chantiers aux États-Unis. J'ai un manteau que j'ai vendu à un ami à moi à l'école, qui a encore le manteau, puisque il y a quelques mois, il est venu me voir au spectacle. Ah oui. Je me souviens que tu m'avais vendu un manteau. J'avais besoin d'argent, j'ai vendu le manteau. Ce manteau, si je mets sur Internet, je pense que Karat ne fait plus ce manteau-là. Si je mets sur Internet, ça coûte très cher. Et c'est comme ça que je me débrouillais pour m'en sortir. Est-ce qu'il y avait un autre métier qui te faisait rêver que Je voulais être pilote Tu voulais être pilote d'avion? d'avion. Et dans l'orientation, ils se sont trompés. Je voulais être à la Ferté-Alais pour travailler dans les avions. Ouais. Et on m'a amené en mécanique auto à Quincy-sous-Sénart. Et la dame l'a conseillé, tout à l'heure vous avez parlé du racisme, elle a dit non, point noir, allez-y en mécanique, pas en... C'est elle qui a décidé de ta vie. Elle a décidé comme ça. Et mon père d'adoption, mon premier papa d'adoption, le mari de ma prof d'anglais, était pilote d'avion. Ah oui, en plus. Commandant de bord. Et alors, tu as laissé cette erreur se faire? Et il était déçu. Et il m'a dit une chose. Il m'a dit, écoute, c'est pas grave. Fais la mécanique. Si un jour tu dois, parce que la mécanique, c'est général, si tu dois rentrer, tu rentreras. Et c'est lui qui m'a encouragé à faire la mécanique auto jusqu'à l'ESPER en automobile. Et comment tu arrives après au Jamel Comedy Club? Ben moi, il y a une dame qui était chez Publicis qui disait, vous avez un truc artistique, allez-y à l'école, vous êtes très fort. Et je suis allé à l'école pour voir un peu le stand-up et autres. Et à un moment, j'ai commencé à jouer avec Fabrice Eboué, Thomas Gijol. On a fait comme Street Show, Bar de Riz. Mais j'ai joué un peu avant dans des petits cafés-théâtres. Et puis, Jamel a entendu qu'il y avait un fou. Et donc, il me fait appel. J'ai fait 2 essais. Ces premières parties, boum, j'allume. Il me dit, écoute-toi, je te veux. Et à ce moment-là, tu travaillais en parallèle? Je travaillais. Et puis je dis à mon ex-femme, écoute, je travaille honnêtement, je gagne ma vie. Et voilà, on veut que je joue au camp pour gagner ma vie. On fait quoi? Elle dit, comme tu sais jouer au camp, pas les deux. Elle dit, choisis ce que tu veux. Donc j'ai laissé tomber là. Et tu travaillais où alors à ce moment-là? J'avais ma boîte de sécurité. Ok, ah oui, tu as eu 1000 vies professionnelles. Quand on cherche l'argent, honnêtement, j'aurais pu me focaliser sur des conneries. Mais non, j'ai travaillé honnêtement pour être où je suis. Et je travaille toujours dur pour monter encore plus. Et au vu de ton parcours actuel, quel regard tu portes sur l'éducation nationale? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? L'éducation nationale m'a apporté beaucoup de choses. Quand on applique vraiment les valeurs de l'éducation. L'éducation internationale, ben, le respect, l'écoute, ça va se mettre en cause. Est-ce que tu dirais que toi, c'est ce qu'on t'a inculqué? Oui. Et que tu as su appliquer et recevoir? Oui, et que je continue. Tu es papa, c'est ce que c'est? Je suis papa, mes enfants, pareil. Les vraies valeurs. Ils sont grands? Oui, aimer les gens, vivre avec la société. Est-ce que tu as vu une évolution entre, parce qu'ils ont la vingtaine, entre toi quand tu étais à l'école et eux quand ils y sont allés? Oui. Mais je trouve aussi qu'il y a moins de respect vis-à-vis de l'adulte. Ils ont plus peur de l'adulte? Nous, comme je dis dans mes spectacles, on voyait notre professeur dans un magasin, on croisait la main, on croisait les bras pour venir dire bonjour monsieur. On se déplaçait. Si jamais on ne le faisait pas, qui nous a vus le lundi, on était collés. Aujourd'hui, c'est le prof qui croise les mains pour dire bonjour à son élève. Je trouve que le rapport s'est inversé. Oui, qu'il y ait une évolution à l'école, parce que maintenant, peut-être on n'a pas besoin de livres, on a besoin de tablettes, écoute, pour soutenir l'école, je veux bien. Mais le respect doit être de base le même. C'est-à-dire, c'est le prof qui t'enseigne, c'est pas toi, tu dois faire ta loi à l'école. Donc remettre le respect au centre voilà, de tout. Il faut remettre le respect. Et dans la rue et partout. Moi, quand j'étais jeune, tu voyais ton ami, sa maman venait faire des courses, elle avait des sacs. Du civisme. Tu courais pour aller l'aider. Aujourd'hui, le gamin est assis. Même le fils de cette personne qui allait faire les courses, il est assis, sa maman amène les courses, met dans le frigo, il vide le frigo, il est assis. Ce respect, ça n'existait pas.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour la suite? Ben, de continuer de faire rire, d'apporter ma pierre à l'édifice de la construction de la France, qui est mon pays, que je me suis battu pour être français, de ce monde, de mon continent, mon Afrique, mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est d'apporter mes pierres à l'édifice de ce monde, parce que chaque personne qui paye pour venir voir mon spectacle me donne la force de nourrir ma famille, mais aussi de commettre de bonnes actions. C'est pour ça que je vais dans des orphelinats en Afrique, ici, j'aide les gens, je vais dans les campagnes, parce qu'on ne se fait pas soi-même, c'est les gens qui te font. Redonner, quoi. Voilà, donc quand on te donne d'une main, Tu tu tends redonnes. l'autre côté. Et quand tu fais ça, c'est le bonheur. Moi, je continue de faire rire les gens parce que j'ai beaucoup souffert, le mal ne me touche plus. Et je sais lire dans les yeux des gens et je sais que les gens ont besoin de rire. C'est pour ça que je fais ce métier. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Merci à vous, de nous merci à avoir votre accordé équipe ce moment. et merci aux gens qui vont nous suivre, qui restent naturels. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce souvenir d'écolier. On se retrouve très vite sur School TV.